La suite du travail, du cours sur le travail épanouit-il ou aliène-t-il des hommes? Alors, nous étions dans la première partie. Je n'avais pas totalement terminé la première partie. La deuxième partie, excusez-moi, sur l'aliénation et sur la critique radicale du travail que fait Marx, du travail salarié que fait Marx. Alors, on va regarder ça. La première vidéo, la précédente vidéo était voilà un peu costaud, c'était long d'expliquer tout ça. La deuxième peut être un peu plus rapide. On est ici, là, vous voyez, on a fait ça, le petit 1, le petit 2, maintenant, petit 3, la loi des reins des salaires. Alors, c'est une expression qu'utilise Karl Marx hein, pour désigner, en fait, d'après lui, un fonctionnement économique qui présente la même nécessité à ses yeux. Loi de la nature, c'est comme ça, il ne peut pas en être autrement à ses yeux. La loi des reins, des salaires, peut-être que je devrais préciser d'ailleurs ce mot, les reins, vous savez, c'est le mot poétique pour désigner en fait le bronze, et donc une loi des reins, c'est une loi incoercible, c'est-à-dire indestructible, on ne peut pas lutter, c'est comme ça, c'est une fatalité, c'est aussi dur voilà, qu'un métal, c'est une loi qu'on ne peut pas plier, pas plus qu'on ne peut plier le bronze. Alors, cette loi d'airain des salaires dit la chose suivante. En fait, selon lui, selon Marx, les salaires ouvriers tourneront toujours autour d'un niveau qui permettra à peine aux ouvriers de survivre. Alors pourquoi? Voilà son analyse. En fait, il peut y avoir deux cas de figure. Ou bien, en fait, ce niveau de la survie sera dépassé par les salaires, ou bien les salaires descendront en dessous de ce niveau de survie. C'est-à-dire que les ouvriers, en fait, ont besoin d'une certaine somme minimale hein, pour pouvoir assurer leur survie et même celle de leurs enfants, enfin, voilà, se reproduire, etc. Et en fait, les salaires tourneront toujours un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de cette ligne. Pourquoi? Parce que dès que les salaires vont dépasser ce niveau, en fait, les ouvriers vont avoir une meilleure vie, plus de temps, des meilleures conditions de santé, d'hygiène, et ainsi, ils vont vivre plus longtemps. Et surtout, ils vont avoir davantage d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, leurs enfants ne mourront pas en bas âge. Vous savez bien qu'à l'époque de Marx, voilà, aucune famille n'a le bonheur de voir arriver à l'âge adulte tous les enfants. Donc, il y a forcément un certain nombre d'enfants qui, voilà, qui meurent en route de maladies, de malnutrition, de mauvaises conditions de santé, de froid, voilà, plein de choses, quoi. Bon. Et donc, l'idée de Marx, c'est que si les ouvriers vivent mieux, à ce moment-là, donc leurs enfants seront plus nombreux, eux-mêmes vivront plus longtemps, et donc en fait, petit à petit, que va-t-il se passer? La masse des ouvriers va devenir trop importante par rapport à la masse des emplois disponibles. Donc en fait, il y a un moment donné où la loi de l'offre et de la demande va mécaniquement faire baisser le prix du travail ouvrier. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les ouvriers ne sont pas payés au mérite, les ouvriers ne sont pas payés en fonction de leurs efforts, en fonction du travail effectif. Hein, vous savez, si c'était le cas, je sais pas, moi, les éboueurs seraient les mieux payés. Ils ont le travail qui est le plus difficile, et peut-être le plus utile à la société. Je veux dire, si les éboueurs ramassaient pas les déchets, bon bah voilà, il y aurait la peste dans nos villes. Bon. Donc, ça n'est pas en fonction du mérite, ce n'est pas en fonction de l'utilité sociale, c'est pas en fonction de la peine, c'est pas en fonction des efforts que les gens sont payés. Hein, c'est en fonction de la rareté de leur qualification. C'est-à-dire que c'est en fonction de l'offre et de la demande. Si vous possédez une qualification très rare et très demandée, vous pourrez négocier un bon salaire auprès d'un patron. Si vous avez une qualification très courante, très accessible, ou bien une qualification peu demandée, bon, vous
n'en tireraient pas grand-chose. Et généralement, il se trouve que justement, les métiers les moins qualifiés sont également les plus difficiles. Parce que précisément, qu'est-ce que c'est qu'un métier qui est très technique? C'est un métier dans lequel, en fait, on a inventé des moyens, des techniques pour s'épargner de la peine. Donc, moins les métiers sont techniques, moins les métiers sont qualifiés, et plus ils sont difficiles, plus ils sont physiquement éreintants. Et donc, en fait, plus le métier est laborieux, et moins il est payé. Plus il coûte de peine, et moins il est payé, parce qu'après tout, finalement, c'est un peu contre-intuitif, mais finalement, donner de sa force plutôt que donner de son habileté, c'est plus accessible. Et alors on pourrait se dire, mais non, physiquement, en fait, il faut avoir un physique exceptionnel pour faire des tâches très difficiles. Peut-être, mais finalement, ce sont quand même ces tâches-là qui sont les moins rémunérées. Et donc, revenons à la loi des reins des salaires. Lorsque vous avez en fait beaucoup d'ouvriers capables de postuler sur tel genre d'emploi, mécaniquement, ça va faire baisser la rémunération de cet emploi, parce que du coup, en fait, une entreprise, une usine pourra proposer des salaires médiocres et trouver tout de même des candidats, puisque s'il y a plus de candidats que de postes, les gens vont bien devoir à un moment donné faire des concessions et accepter des conditions qui ne sont pas très avantageuses pour eux. Et donc en fait, mécaniquement, les conditions salariales vont baisser et repasser sous le niveau de la survie ouvrière. Et donc à partir de là, en fait, les ouvriers vont commencer à vivre beaucoup moins bien que dans la phase précédente, dans le cycle précédent, et à ce moment-là, ils vivront moins longtemps, ils seront en moins bonne santé, et leurs enfants mourront davantage en bas âge. Et donc, en fait, au bout d'un moment, au bout de la fin d'un certain cycle, la population ouvrière va diminuer du fait, en fait, des conditions salariales, et en fait, à ce moment-là, eh bien, en fait, on va se retrouver dans une situation inversée de la précédente, c'est-à-dire qu'il y aura plus de candidats que qu'il y aura plus de postes que de candidats, et donc les salaires vont mécaniquement remonter. Et donc, en fait, ils vont remonter, mais jusqu'à où? Jusqu'au point où, en fait, on va créer une nouvelle inversion de la tendance. Donc, en fait, on a un processus dialectique ici qui fait que finalement, les salaires ouvriers vont toujours, vous voyez, sinuer entre un petit confort et la misère. Et en fait, c'est ça la loi des reins des salaires, c'est qu'en fait les ouvriers ne pourront jamais avoir des conditions salariales décentes pour rémunérer leur travail et resteront toujours en fait dans un état médiocre. J'ai mis dans le, vous voyez ici la notion d'étiage. Vous savez ce que c'est l'étiage? L'étiage, c'est cette ligne qu'on voit à la mer. On a à la mer la ligne autour de laquelle oscillent les marées. Hein. C'est-à-dire que c'est le niveau moyen, quoi, qui n'est jamais dépassé par. Non, c'est un peu confus ce que je dis. Dans l'étiage, oui, c'est le niveau moyen. Non, c'est le niveau maximum. Bon, j'ai un doute. Peut-être que j'ai dit une bêtise du coup sur cette histoire de ce terme de marine. L'étiage. Bon, enfin, vous avez compris. Hein, l'idée, c'est que les salaires resteront toujours à un niveau médiocre selon Marx. Alors, du coup, au vu de cette théorie, on a envie de se dire, mais en fait, là, ce que dit Marx, c'est une autre époque. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, le salaire minimum, il est fixé par la loi. Les ouvriers sont pas dans la misère. Voilà, chez les ouvriers qui fabriquent des hélices d'avion à Figeac, ils ne sont pas à crier misère et la situation que décrit Marx, en fait, est caduque. Aujourd'hui, il y a des droits sociaux, des droits sociaux qui rendent totalement dépassée la critique marxiste du travail. Bon, alors c'est fait en partie, et c'est vrai que notamment la condition ouvrière dans nos pays n'est plus la même qu'à l'époque de Marx. Peut-être qu'en fait le prolétariat s'est déplacé aussi, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui dans les usines on trouve quand même des métiers qui sont finalement pas si disqualifiés que le dit Marx, enfin du moins que la situation décrit Marx à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui le prolétariat c'est-à-dire la classe laborieuse qui n'a rien du tout et qui n'a pas même un savoir-faire
à monnayer. Hein. La classe laborieuse, enfin le prolétariat s'est déplacé, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui c'est plus dans l'usine qu'on trouve des prolétaires, c'est peut-être plutôt dans la grande distribution et dans le transport. Hein, principalement, c'est-à-dire, quand vous allez à Toulouse et que vous voyez des pauvres airs qui sont là sur leur vélo à sillonner la ville dans tous les sens avec une boîte avec des sushis dans le dos, bah, vous dites, bah non, mais Marx est encore là, enfin, sauf que c'est plus dans les usines que ça se passe, dans d'autres domaines, hein, dans d'autres secteurs professionnels. Alors, bon, il faut faire le point un peu sur les droits sociaux, parce que les droits sociaux, effectivement, garantissent aujourd'hui que le travail salarié ne soit pas totalement une exploitation comme au temps de Marx, hein, qu'il y ait un salaire minimum, qu'il y ait un temps de travail maximum, qu'il y ait en fait voilà un ensemble de conditions. Bon, alors comment ces droits sociaux sont-ils apparus en Europe? Ils sont pas apparus comme ça complètement par magie. Ils sont apparus d'abord enfin, dans un double contexte, c'est-à-dire d'une part un contexte d'agitation révolutionnaire et syndicale, c'est-à-dire que ce pas les États comme ça qui ont décidé de faire des lois comme ça pour le bien-être de tout le monde. Ce sont en fait des mouvements ouvriers, syndicaux qui ont protesté, qui ont payé cher aussi de leur personne pour obtenir ces droits. Hein. Et puis deuxièmement, c'est dans ce contexte syndical pré-révolutionnaire que l'Allemagne a commencé à inaugurer en fait les droits sociaux. C'était à partir des années 1870 que le chancelier Bismarck en Allemagne a donné en fait les premiers droits sociaux c'était pas du tout parce qu'il était ému du sort des ouvriers, etc., mais parce qu'il voyait bien que si on ne faisait rien pour répondre en fait aux exigences, aux demandes des ouvriers, et bien en fait on allait tout droit vers la situation révolutionnaire que Marx avait prophétisé ou même appelé de ses voeux. Hein. Donc effectivement, la loi des salaires telle que Marx l'a définie n'est peut-être pas advenue, mais précisément en fait parce qu'elle a été mise en échec par des gouvernants qui voyaient le danger de laisser faire en fait le monde, enfin, non, oui, le système, le monde capitaliste. Alors, une autre objection plus massive encore, c'est le cas des États-Unis. C'est-à-dire que quand on observe en fait le destin de la classe ouvrière aux États-Unis au XXe siècle, on s'aperçoit que finalement ce que Marx appelle le prolétariat n'existe pas vraiment aux États-Unis et que finalement la classe ouvrière aux États-Unis c'est une classe possédante, hein, en grande partie possédante, alors que dans le schéma marxiste, les ouvriers ne possèdent pas, ne peuvent pas posséder, ils sont exploités, etc. Alors c'est vrai que voilà, aux États-Unis, finalement, il y a un taux d'accès à la propriété qui est considérable par rapport aux sociétés du vieux monde, tout simplement du fait de la propriété foncière, hein, parce que effectivement, dans un pays qui est extrêmement vaste et finalement on pourrait presque dire un peu dépeuplé, enfin je veux dire, l'espace n'est pas autant occupé et pressurisé qu'en Europe, la terre, le terrain vaut moins cher et donc même toute la société est en fait organisée pour que les gens puissent devenir propriétaires facilement, enfin facilement, de façon réaliste. Donc, il n'y a pas de prolétariat dans le sens aux États-Unis, dans le sens où Marx l'entend. Il y a une classe moyenne, et cette notion de classe moyenne serait donc en fait la réfutation, l'objection, la contradiction de la théorie marxiste et même les contradicteurs de Marx ont beau jeu de dire oui, voilà, finalement, l'analyse marxiste consiste à pleurnicher sur le sort des ouvriers, mais en réalité, on peut s'en sortir. Regardez, on peut devenir propriétaire en bossant dur, en se levant de bonne heure. Voilà, on achète une voiture, puis à la fin, on a un pick-up, on a un beau pavillon dans une banlieue résidentielle en bordure d'une grande ville américaine. Voilà. Ce schéma qui représente vraiment le schéma de l'ascension de la classe ouvrière américaine a été rendu possible à partir du moment où, en fait, aux États-Unis,
comme dans l'Allemagne des années 1870-1880, aux États-Unis, on a commencé à prendre la mesure en fait de l'agitation syndicale, ouvrière, prolétarienne, qui pouvait à terme conduire à une situation révolutionnaire. Et un des, un des acteurs, excusez-moi, de cette transformation, ça va être le Ford, hein, l'entrepreneur, le patron des usines automobiles, qui inventera ce qu'il appelait à faire date, le $5 a day, hein, ce salaire, cette idée de payer $5 de la journée d'un ouvrier des usines automobiles. Si je ne me trompe pas, c'est à Detroit, voilà, que Ford a inauguré le $5 a day. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, en fait, le salaire moyen d'un ouvrier, je crois, dans l'automobile, c'était plutôt $1 par jour. Et Ford n'a pas hésité à quintupler le salaire. Alors, on a envie de se dire, bah voilà, c'est bien la preuve qu'en fait, l'analyse de Marx est complètement erronée. Il y a des patrons, en fait, qui comprennent très bien que leur intérêt, c'est de bien rémunérer leurs ouvriers, puisque, oui, je vais aller jusqu'au bout. Ford avait observé qu'il y avait beaucoup un taux de roulement très important dans ces usines. Les ouvriers changeaient beaucoup de. Parce qu'on était dans une période, souvenez-vous de la courbe de Marx, on était dans une période où en fait les ouvriers n'étaient peut-être pas en situation concurrentielle entre eux et donc pouvaient négocier un meilleur salaire ailleurs, dans une autre entreprise. Donc ils n'étaient pas à changer, ils n'avaient pas la peur du chômage, ils n'avaient pas le chantage au chômage. Bon, et donc Ford s'aperçoit qu'en fait c'est pas très bon pour la production parce qu'il faut des ouvriers en fait qui connaissent bien les processus de fabrication, qui connaissent bien les machines et qui soient fidèles et qu'on se retrouve pas un beau matin avec je sais pas, 15 ou 20 ou 100 ouvriers qui manquent parce que ils ont décidé de partir ailleurs. Hein, vous savez, aux États-Unis, on est payé à la semaine. Donc, en fait, voilà, le lundi, on ne sait pas exactement qui y aura à l'usine. Donc, il a l'idée de fidéliser en fait les ouvriers grâce à un salaire bien meilleur, $5 a day. On peut ajouter que Ford était aussi un homme tout à fait raisonnable et que c'était pas du tout justement la caricature de l'affreux patron capitaliste qui va sucer le sang de ses ouvriers, hein, et que notamment il avait mis en place des mesures de modération salariale, alors qui peuvent aujourd'hui sembler étranges ou choquantes, alors qu'en réalité, c'est tellement dépassé ça. Ford avait fixé dans son entreprise, dans les années 20, que l'écart maximal des rémunérations n'excéderait pas une proportion de 1 à 40. C'est-à-dire que si le salaire de base était $5 a day, le salaire maximal dans l'entreprise ne pourrait pas dépasser $200 par jour. Alors, vous allez me dire, mais c'est $200 par jour, 40 fois plus qu'un ouvrier, mais c'est dingue, donc personne ne peut mériter 40 fois plus qu'un autre. Bon, alors en réalité, on a tellement explosé cette échelle salariale dans nos entreprises aujourd'hui que ça laisse rêveur, si vous voulez. Bon, la rémunération, Carlos Ghosn avait défrayé la chronique quand il avait fait voter à son conseil d'administration une rémunération annuelle de 7 millions je crois, d'euros pour la part Renault, sachant qu'il en gagnait un peu plus du côté Nissan, donc 15 millions d'euros par an, hors actions, etc., hors intéressement, uniquement en rémunération fixe. 15 millions, alors il faut compter combien de SMIC ça fait, je sais plus, je crois que ça fait 400 ou 700 SMIC. En fait, aujourd'hui, les échelles de rémunération, elles ont totalement dépassé, complètement explosé ce plafond de 1 à 40. La rémunération moyenne d'un patron du CAC 40, c'est, je crois, dans les 5 millions d'euros par an. Alors après, bon, bah oui, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus raisonnables, qui sont pas des vampires et qui pratiquent la modération salariale. D'ailleurs, apparemment, c'est pour les entreprises de taille moyenne, la modération salariale est une garantie de survie. Hein. Sur le long terme, les entreprises qui pratiquent la modération salariale sont plus viables que les autres.
hein. Mais bon, dès qu'on passe en fait, dès qu'on dépasse un certain niveau, on parle plus du tout la même langue et voilà. On songeait que par exemple à une époque, Tim Cook, le patron euh, de oui, c'était Tim Cook, le patron de Apple, hein, gagnait chaque année 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, c'était ses rémunérations fixes, c'était pas ses actions, etc. 400 millions de dollars, donc on est d'accord, 100 fois plus que la moyenne, environ, hein, que la moyenne des patrons du CAC 40 en France. Donc vous voyez, bon alors, Ford, excusez-moi, Ford est quelqu'un de tout à fait raisonnable, il pratique la modération salariale. Mais on peut se demander si cette mesure du $5 a day n'était pas aussi la façon de Ford de faire, de rendre les ouvriers suffisamment aisés pour se fournir un nouveau débouché industriel. Vous savez que la problématique des industriels américains dans les années 20 et dans les années 30, problématique qui va causer la crise de 29, c'est l'étroitesse du marché américain. Parce que les Américains s'équipent en toutes sortes de biens, et donc l'industrie américaine est sûre à un certain niveau d'intensité qui correspond à voilà, équiper des familles et des familles. Et puis en fait, une fois que les familles sont équipées, elles n'ont plus de raison de se rééquiper. Donc en fait, les marchés sont saturés et c'est ce qui va amener la crise de 1929. Et en fait, l'idée de Ford, c'est de faire acheter aux ouvriers les voitures qu'ils ont produites eux-mêmes, c'est-à-dire créer en fait un nouveau marché, en faisant en sorte que les voitures ne soient plus en fait l'apanage des gens fortunés, mais qu'en fait les ouvriers eux-mêmes deviennent les consommateurs des voitures qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Donc, si vous voulez, là, on boucle la boucle de l'aliénation, c'est-à-dire que il ne s'agit plus simplement d'être aliéné par son travail, mais même de devoir payer finalement l'objet qu'on a fabriqué soi-même. Voilà. Vous allez me dire, mais oui, mais de toute façon, l'ouvrier n'est pas propriétaire de l'objet qu'il a fabriqué, on a fabriqué juste une partie, il n'est pas propriétaire du capital de l'entreprise, des outils, etc., des matériaux, oui, bien sûr, mais en fait, vous voyez, l'histoire des droits sociaux, c'est pas une histoire uniquement de bons sentiments et de justice sociale, hein. C'est plus complexe que cela. Donc oui, peut-être que les droits sociaux, l'histoire des droits sociaux donne tort à Marx, hein, dans une certaine mesure, mais pas complètement. Dire le diagnostic d'aliénation qu'il a posé a pris en fait des formes complètement différentes qu'il n'avait pas pu prévoir, mais qui existent réellement. Voilà. Bon, on en reste là pour cette deuxième partie et je vous dis à bientôt pour la dernière partie. Voilà. Portez-vous bien.